Allez, Green Day, le groupe qui a fait renaître le punk rock, voyons ce que ça donne, c'est parti. Déjà on met les bases, fuck you Donald Trump, j'ai envie de dire, Green Day toujours basé, Green Day, mes chouchous à ce niveau-là, c'est pas mon groupe préféré, hein. Mon groupe préféré ça reste Sum 41, mais Green Day niveau mélange musique, politique, fun, ils sont vraiment dans le haut du panier. Au cours de l'histoire, la musique a souvent porté d'autres ambitions que le succès artistique. Pendant 3 semaines, j'ai fait des recherches sur le parcours de Green Day, et vous allez voir que ce groupe emblématique du punk rock est le parfait exemple des ambitions politiques que la musique peut revêtir. Alors qu'en Europe, ils nous ont principalement touchés par la qualité de leurs sons et de leurs albums, aux États-Unis, leur histoire est tout autre. Je vous en Bah oui, mais d'un côté, déjà en France, on parle pas anglais, donc à part American Idiot qui est vraiment frontal que n'importe qui comprend en France, mais sinon, bah on comprend pas forcément les paroles et on est beaucoup moins impacté par ça. Mais ouais, non, Green Day, c'est vrai que pour nous, ça fait plus groupe cool, un peu Jones et tout, alors que aux États-Unis et dans les pays anglophones, c'est un autre level, j'ai l'impression. emmène donc 38 ans en arrière pour retracer leur parcours et comprendre comment ils en sont venus à crier No Trump dans une station de métro avec un public déchaîné. Deux jeunes se retrouvent à la cafétéria de leur collège et ils ne le savent pas encore, mais une lourde histoire les lie déjà. L'un a été abandonné par sa mère addicte à l'héroïne, puis recueilli par une famille fracturée en proie aux soucis d'argent. L'autre vit sous la menace constante d'un père atteint du cancer de l'œsophage. Ces deux personnes, c'est Mike Dirnt et Billie Joe Armstrong. Et leur première conversation tourne déjà autour de la musique. Pour les Ambiance de ouf, hein, mais et quand tu les vois sur scène, tu te dis pas du tout ça. Tu te dis pas du tout, ouais, ils ont vécu des trucs comme ça, mais après. deux, c'est le moyen qu'ils ont trouvé d'encaisser les coups de la vie. Et pour donner vie à ce qui devient très vite leur raison d'être, ils décident de créer un groupe, Sweet Children. Ils enchaînent assez vite les concerts et se font une place parmi la scène locale underground jusqu'à atteindre le Graal à l'époque, jouer au 9024 Game, le QG du punk rock régional. Une question se pose alors très rapidement, que faire maintenant qu'on a atteint notre premier objectif ? Et la réponse est toute trouvée. Il faut créer un album et partir en tournée. Et c'est à ce moment qu'ils se renomment Green Day, sans jamais imaginer que ce nom traverserait les océans. Alors, s'ils se sont renommés Green Day, il va peut-être le dire, mais c'est parce qu'ils avaient eu un contrat avec un label et qu'il y avait un autre groupe qui était plus ancré localement à l'époque, qui s'appelait aussi Sweet Children, pour éviter les problèmes. C'est comme Blink-182 d'ailleurs, enfin c'est similaire dans le sens où Blink-182 à la base il s'appelait juste Blink, mais comme il y avait un groupe anglais je crois qui s'appelait Blink, au cas où, ils ont juste rajouté 182 derrière. Donc c'est pas comme Sum 41 qui avait un 41 parce que 41 jours de l'été. Non, 182 c'est comme ça. Et d'ailleurs Green Day s'appelle Green Day parce qu'à l'époque il fumait toute la journée. Mais avant de traverser les océans, il faut d'abord convaincre son propre pays. Nous sommes en 1990, Billie Joe et Mike ont alors 18 ans. Ils viennent de sortir leur album 39 signé chez Lookout Records et débutent une tournée. Mais déjà un problème s'impose. Leur batteur John Keith Meyer, connu sous le nom d'Al Sobrante, est de moins en moins disponible, il privilégie ses études. Heureusement, il trouve très vite un remplaçant qui va au final devenir le batteur permanent du groupe, Très Cool. Leur première tournée les chauffe. Très Cool d'ailleurs, qui s'appelle Très Cool parce que c'est un pote français qui les a fait se rencontrer à l'époque dans le milieu punk underground californien, qui lui a dit ouais tu verras ce mec il est très cool. Et c'est pour ça qu'il s'est fait surnommer Très Cool. Et oui, le surnom de l'un des batteurs les plus connus au monde, c'est français. Et les amène rapidement à un second projet, Kerplunk. Ce projet va les pousser à une toute nouvelle marche, un tout nouveau niveau. C'est cette fois la scène punk nationale qui salue le talent du groupe et Green Day devient très vite une nouvelle figure du punk rock aux États-Unis. En quelque sorte, cet album, c'est le tabouret qui leur permet d'atteindre la dernière étagère du supermarché et non pas pour choper le meilleur paquet de cookies, mais pour frapper très fort avec leur nouveau projet, Dookie. Et Kerplunk, en Europe et en France, on se rend moins compte à quel point il a vraiment marqué. Alors Dookie, évidemment, a marqué avec Basket Case, When I Come Around, tout ça, mais Kerplunk, c'était vraiment une pierre emblématique du punk rock indépendant de l'époque, tu vois. Mais bref. Dans le milieu underground de la musique, et
principalement le rock, il y a une guerre qui fait rage depuis des temps immémoriaux. Cette guerre, elle est menée par un principe, il ne faut pas vendre son âme au diable. Et ce diable est représenté par les gros labels commerciaux. Sauf que qui toque à la porte de Green Day après le succès de Kerplunk, ceux-là même qu'on veut éviter. Ah bah ça, de toute façon ça, mais surtout dans le punk rock qui est vraiment quelque chose de très nos futurs, nos maîtres, anarchistes et tout. Mais de toute façon, dans tous les milieux underground, c'est toujours compliqué d'aller dans quelque chose de plus mainstream, tu vois. Il y a toujours un risque. Parce qu'à la fois, ça peut t'élever et te mettre à des sphères inatteignables si jamais t'étais pas dans ce genre de contrat, comme ce qu'a fait Green Day. Et des fois, ben, au contraire, le public mainstream n'est pas convaincu et ton public de base te renie. Bon là j'ai pas d'exemple parce que du coup bah, c'est pas pour rien que j'ai pas d'exemple parce que ben on les connaît moins. Sûrement que des Ghana il y a sûrement plein d'exemples mais moi j'en ai pas. Green Day refuse leur proposition, sauf qu'un label ne lâche pas l'affaire. Ce label c'est Warner Music. Et au fil des négociations ils arrivent à convaincre Green Day que leur but n'est pas d'effacer leur identité punk, mais juste de leur donner une nouvelle scène et de nouveaux moyens. À ça Green Day finit par céder, mais le groupe tient quand même à rassurer son public et il négocie l'interdiction du rachat de ses précédents projets pour que les recettes de ces projets continuent de profiter à Lookout Records. Ça c'est beau. Et ça c'est smart de leur part, hein. Ils auraient pu ne pas le faire. Franchement, mais rester fidèle à ses valeurs, pas oublier d'où on vient, pas oublier qui t'a fait manger et qui t'a donné ta chance, franchement c'est cool. C'est un peu leur manière de dire on n'abandonne pas nos racines, regardez, on n'est pas des vendus. Sauf que ça, le public ne le comprend pas. Ah ça, bah de toute façon le public punk, des fois il est con, hein. Pour de bonnes raisons des fois, hein, mais des fois il est très obtus en mode non, c'est les pourris, c'est les salauds. Ah c'est comme les gauchistes, hein, des fois on sait pas doser, on va pas se mentir. Mais bon après ça se comprend, tu vois, et puis il y a toujours ce truc de cette peur de si jamais tu laisses passer ça, bah il y a ça, tu vois, genre alors non pas de quenelle ou de geste maladroit d'Elon Musk, hein, pas du tout, mais juste pour le côté, t'as toujours peur que si on laisse un peu passer, on laisse trop passer derrière. Mais le problème, c'est que si tu laisses rien passer, bah, ça passera quand il arrive et toi, tu seras juste éjecté du truc, tu vois. Et ta philosophie aussi, c'est ça qui est compliqué. Le dosage est compliqué. Ne veut pas le comprendre. Ils sont très vite traités de vendus et leur club, leur QG emblématique les bannit carrément. Ça, c'est un énorme coup dur pour le groupe. Tu vois, typiquement, ça, à la fois, je comprends de la part du QG, mais à la fois, y a un risque que du coup, Green Day se dise, ah ouais, ils nous lâchent, et bah du coup, c'est une raison de plus pour aller dans quelque chose d'encore plus mainstream et de se faire du bif et tout, tu vois. Ce qu'ils vont pas forcément faire, mais le rejet total peut amener à se dire pourquoi essayer, tu vois. Ils ont perdu en fait le socle qui les fait avancer depuis le début et ils vont avoir du mal un peu à s'en remettre. Et cette décision, honnêtement, aurait pu provoquer la fin de leur groupe. Totalement. Mais c'est en fait tout l'inverse qui se produit. La sortie de Dookie en 1994 est un succès immédiat. Bien aidé par la mort de Kurt Cobain aussi, hein, on va pas se mentir, qui est arrivé la même année. Et du coup, il y avait vraiment d'ailleurs la mort de Kurt Cobain qui a à la fois lancé, enfin encore plus boosté la carrière de Green Day, qui je pense aurait eu des bons scores, mais pas à ce point. De The Offspring aussi d'ailleurs, qui ont sorti Smash, je crois, la même année. Et au contraire d'ailleurs, a niqué la carrière du premier groupe de Chester Bennington qui faisait du grunge et qui commençait petit à petit à avoir un bon ancrage et à avoir de belles possibilités d'avenir. Mais la mort de Kurt a totalement fait dire aux gens, et dans l'état d'esprit général, Kurt est mort, le grunge est mort. Et du coup, il y avait une fenêtre de tir pour le punk rock qui avait un côté bien plus ensoleillé, bien plus marrant, bien plus machin, avec malgré tout des revendications, malgré tout des thèmes forts, tu vois, genre Basket Case, ça parle de troubles mentaux, etc., tu vois. Donc ce mélange des deux marchait bien après l'espèce de nihilisme, on va le dire comme ça, du grunge, qui peut-être était sur le long terme un peu pesant et sans sa figure de proue a du mal à se renouveler. Là où même si la mort de Bob Marley a bien freiné le reggae, c'est tellement positif, c'est tellement good vibes que malgré tout ça a continué quoi. Après c'est ma théorie, peut-être que c'est de la merde, mais vous voyez l'idée. Ouais, surtout que c'était l'époque où le grunge avait tué le air metal et la mort de Kurt avait encore changé le paysage que la fenêtre ouverte pour d'autres genres. Ouais, non mais c'est ça. Non mais de toute façon, le grunge a tellement été game changer dans vraiment le paysage audiovisuel, enfin musical mondial et surtout états-unien bien sûr, mais quand tu vois par exemple que tu te dis que le grunge a propulsé le punk rock, qui a propulsé le punk pop des années 2000, Sum 41, Blink, Simple Plan, qui lui-même
à influencer des sons comme du Hannah Montana ou du Pink, etc., tu te dis que sans la mort de Kurt, qu'est-ce qui serait passé? Sûrement qu'on aurait eu des évolutions vers du mainstream aussi, hein, parce que le capitalisme, mais quand même, tu peux te poser des questions. Ils ont certes perdu leur public, mais ils en ont trouvé un tout nouveau. Et beaucoup plus gros en plus. C'est si fort qu'ils atteignent la 2e place du Billboard américain à l'époque, et pour du punk rock, c'est inespéré en fait, parce que le punk rock à l'époque, c'est un genre éteint. Et là, Et puis surtout, c'est pas un genre qui est censé être mainstream à ce point, tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est même pas inespéré, c'est surréaliste à l'époque. Normalement, il n'y a pas. tout le monde se pose une question, est-ce que le punk rock va renaître de ses cendres grâce à Green Day? Malheureusement, rien n'est moins certain. Car après une tournée nationale et un combat debout cultissime à Woodstock, le groupe Bof, quand même, quoi, dégainer le punk, c'est riche, mais le punk rock, c'est quand même très populaire. Oui, très populaire dans beaucoup de choses, mais pas très populaire dans le côté, à l'époque, dans le côté, les codes, etc., étaient moins vus. Après, je suis d'accord que ça aurait quand même marché, mais à ce point, beaucoup moins, je pense. Le grunge a en plus rendu la musique angsty plus mainstream, et du coup, il y avait beaucoup plus d'artistes qui ont commencé à faire je vais mal, c'est la dépression. Ouais, le côté edgy, le côté boufoufou, ça a vraiment. Ah, ça. Une partie de la jeunesse se reconnaissait là-dedans, tu vois. Et aujourd'hui, on voit encore les suites de tout ça avec pas mal de choses, les émos, pas mal de émos lol sur Twitter, etc., tu vois. groupe commence à perdre de la vitesse. On ne s'en rend pas compte tout de suite, car leur projet suivant, Insomniac, est quand même un bon succès, mais il est aussi l'annonciateur d'une sombre période. On s'en rend compte d'ailleurs dans les paroles, où règne l'anxiété, le stress et une fatigue profonde. Ah, et puis ce qui est compliqué aussi pour un groupe comme Green Day, c'est après un succès comme ça, et pour tous les groupes de toute façon en règle générale, hein, après un énorme succès, c'est l'album d'après, c'est la confirmation qui est le plus dur, tu vois. Genre, tu peux faire un énorme succès, mais confirmer derrière et que le public se lasse pas, c'est compliqué. Et puis ça, sans parler de la drogue, le stress de la tournée, etc., c'est extrêmement dur. En fait, le groupe subit une énorme décompression à la suite de leur style de vie à 1000 à l'heure pendant la tournée et la sortie de Dookie. Et tout ça va les amener à annuler leur date de tournée en Europe et à faire une grosse pause. Ah, Nimrod, tellement sous-estimé. Il faudra donc attendre 1997 pour connaître la suite de leur épopée. La tempête semble s'être calmée et l'intention du groupe est claire, ils veulent apporter un nouveau souffle à leur musique, explorer de nouveaux styles et vraiment pondre un album novateur. Ils sortent donc Nimrod, qui est une véritable expérimentation. Un son dans ce projet se démarque particulièrement, ce sont ces Good Riddance, c'est une balade acoustique aux antipodes du style punk, Ça mais avait elle fait fonctionne gueuler. Hein. super bien, notamment pour son utilisation dans les balles de promo, et encore aujourd'hui, c'est l'un des sons les plus écoutés du groupe. Et d'ailleurs, il est dans le générique de fin de Deadpool vs Wolverine, Good Riddance, Time of Your Life. La meilleure du groupe? Non, 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 ils ont fait des tellement meilleures musiques. Elle est géniale, hein, mais déjà surutilisée au bout d'un moment. Et d'ailleurs, même Oh I Met Your Mother on a parlé où Lily et Marshall faisaient les projets de leur mariage et ils étaient en mode oui, quelle musique faire, enfin quel cliché ne pas faire à leur mariage, et danser sur Good Reason était le truc. Mais d'ailleurs c'était un vrai risque pour eux à l'époque, hein, parce que un groupe de punk qui fait une balade, mais non, ça se faisait pas. C'est comme dans le rap du début des années 2000 où tu chantais pas si jamais tu faisais du rap. Tu ramenais une chanteuse R&B à la rigueur, mais tu le faisais pas. C'était vraiment c'est peut-être pas les premiers, mais en tout cas dans les plus mainstream de l'époque, et c'était dans les plus mainstream de l'époque, ils faisaient partie des premiers. Ils ont remplacé un peu par Francis Sauce en live, mais ça reste un moment iconique. Ah oui, oui, non, mais en live, elle marche très bien. Hein. D'ailleurs, le clip a aussi gagné un MTV Music Awards. Surtout quand Billie Joe fait monter des gens sur scène pour la jouer. Voilà, j'ai surtout vu sur No Yo Enemy quand il fait monter des gens pour jouer. Et là, tu sens, quand tu vois là, quand tu le vois comme ça, le pauvre Billie Joe, tu sens que c'était une période où il est pas bien. Regarde-moi comment il est bouffi, comment il est fatigué, comment il en peut plus. Tu sens que là, c'est une période. Seulement, un son dans tout un album, ça ne suffit pas, et les doutes se font de plus en plus présents. Et Après, arrête, il n'y a pas que un son, genre il y a King for a Day, il y a... Je sais plus si Minority est dans celle-là, mais en tout cas, il y a quand même des énormes sons, c'est juste que le public était pas réceptif, et
je pense qu'il y avait aussi un côté trop expérimental pour le public punk et trop punk pour un public qui voulait quelque chose d'autre, tu vois. En plus de ça, en 2000, leur album suivant Warning est encore pire. C'est vraiment un échec. Et là, on se pose vraiment des questions et on se dit qu'en fait Green Day va descendre aussi vite qu'ils sont arrivés au top, quoi. Donc Après, descendre aussi vite qu'il arrive au top, bon, ça fait 6 ans, quoi. Genre, il y a quand même eu des hits, il y a quand même eu des clips, il y a quand même des machins. Descendre aussi vite qu'ils soient arrivés au top, ce serait plus. Ils ont fait un album et le deuxième est tellement un échec qu'ils en font pas un troisième, faut pas déconner. Et Warning a été un échec, mais je crois qu'ils ont quand même vendu 2 millions d'albums. Échec relatif, tu vois. Échec pour un groupe comme Green Day, oui, mais quand même, ça reste quelque chose. Après, je suis d'accord que ça annonçait le début de la fin à l'époque. Et malgré quelques hits, genre Minority qui tabasse bien sa mère, bah oui, mais bon. là, il faut faire quelque chose, mais c'est une bonne question. Quoi? Le constat est assez amer. Sur 6 albums sortis, il n'y en a vraiment qu'un seul qui a fonctionné. Le doute envahit du coup progressivement tous les membres du groupe et ils en arrivent même à un point où ils pensent abandonner. Sauf qu'on sait d'où viennent Mike Dirnt et Billy Joe, on sait pourquoi ils font de la musique, c'est leur soutien, c'est leur raison de vivre. Abandonner est impossible. Ils trouvent donc finalement la motivation de se réunir et de créer encore un nouvel album qui sera peut-être le dernier. Ils mettent vraiment toute leur intention, toute leur énergie dedans. Mais encore une fois, il y a un problème, et de taille. Alors que l'enregistrement de ce fameux nouvel album qui est intitulé Cigarettes and Valentines est fini, que la pochette de l'album est prête, les masters, donc les enregistrements, disparaissent. Oui. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé, Mais peut-être qu'un jour on les retrouvera ces masters, mais pourquoi, comment? Et il y a une partie de moi qui me dit que est-ce que le groupe a pas fait exprès? Juste pour. Enfin, je pense pas du tout, parce que vu à l'époque où. Enfin, je sais pas, tu vois, mais il y a un côté de genre, l'histoire est trop belle pour pas que ce soit suspect. Je pense vraiment pas, parce que le groupe était vraiment à ça d'arrêter. Warner n'avait plus aucune raison de miser sur eux, etc. C'était l'ère Blink-182 à ce moment-là. Mais quand même, tu vois, tu te dis, ah ouais, je vois ça dans un film, je me dis, c'est trop gros limite. Et là, c'est un coup dur. Genre, tu mets toute ton âme dans un album et le truc disparaît. À ce moment, du coup, il y a deux solutions. Soit tu réenregistres à partir des sauvegardes, mais tu perds un peu l'authenticité, c'est pas ouf. Soit carrément t'arrêtes, quoi. Tu dis, c'est bon, j'arrête les frais, stop. Sauf que Green Day, ils choisissent aucune des deux. Ils choisissent la troisième solution, qui est de tout effacer et de tout reprendre à zéro. Et ça, c'est sans doute la meilleure décision qu'ils auront prise de toute leur carrière. Pour comprendre la suite du récit, il faut comprendre le contexte social et culturel des États-Unis à cette époque. Le pays se remet à peine des attentats du 11 septembre et Bush mène une politique de vengeance en Irak alors que les inégalités sont de plus en plus marquées à l'intérieur du pays. Et Ah, un pays où il y a beaucoup d'inégalités et où une politique intérieure est complètement stupide et mène une guerre totalement injuste pour de fausses raisons. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ah oui, l'histoire de l'humanité. Et puis aussi ce qui se passe en ce moment. Mais non, mais Bush, c'était horrible. C'était vraiment un con, mais waouh, fini. pour Green Day, cette situation est insupportable. Et ça, ils décident de le clamer haut et fort dans un album qui va tout dégommer. Mythique. Tout dégommer. Il va même enfin atteindre les contrées éloignées d'Europe et nos petits écouteurs de baladeurs MP3. Ce projet évidemment c'est American Idiot, un album de presque 1 heure qui est conçu un peu comme une expérience immersive. Ils appellent ça un opéra rock. On suit le personnage. J'aime bien le ils appellent ça un opéra rock. Oui, donc. Enfin, j'allais dire Doctor Who. The Who l'avait fait avant, hein, les gens. C'est pas eux qui ont inventé l'opéra rock. Ça reste très très bien. American Idiot, hein, moi, c'est entre autres par eux que j'ai découvert Green Day, mais c'est pas eux qui ont inventé ça, quoi. Jesus of Suburbia, le Jésus des banlieues, qui est dégoûté de la société et décide de partir de chez lui. Il arrive finalement à un boulevard très très connu, le boulevard des rêves brisés. Il y rencontre son double schizophrène Saint Jimmy, qui va l'initier à un mode de vie décadent et notamment à la drogue. Et il va aussi faire la connaissance d'une femme, What's Her Name, dont il va tomber amoureux. Malheureusement, elle finit par le quitter, Saint Jimmy de son côté meurt, et Jesus of Suburbia finit par rentrer chez lui. En fait, cet album, c'est moi quand je suis allé à Paris. C'est terrible, moi quand je suis allé à Paris quand j'ai fait mes études. Cet album, il plaît beaucoup. La tournée C'est issue génial, de l'album l'album. aura un cumulé de 150 dates, dont un concert géant au Milton Keynes National Ball en 2005 en Angleterre. Ce concert, c'est 130 000 personnes en 2 jours. C'est quasiment 2 stades de France. Mais
Il y a un autre aspect que l'aspect artistique dans cet album, et cet aspect est très très important. Ce récit, c'est une attaque directe à la politique de Bush. Billie Joe d'ailleurs dit en interview que la sortie de cet album avant les réélections avait pour but d'empêcher la réélection de Bush. Ce qui s'est passé aussi avec Eminem et le White America et plein d'autres artistes dont j'ai oublié là tout de suite. Mais oui, non, vraiment, Bush était détesté, surtout par la jeunesse. Et derrière, il y a même eu des scandales de possiblement fraude sur sa réélection. Non, vraiment, Bush Junior, parce que Bush Senior, je connais pas assez, qui était aussi président. Non, vraiment, c'était un crétin, c'était un con. Alors en Europe, cette dimension politique est beaucoup moins perçue à cause de la barrière de la langue et tout simplement de la culture. Mais Et puis en plus, c'était aussi une époque où Internet était très récent, on n'était pas sur Twitter comme aujourd'hui, et du coup, le côté se rendre compte à quel point Bush était un connard, enfin, je pense que l'album serait sorti dans les mêmes conditions aujourd'hui, avec le même engouement pour le punk rock qu'il y avait à l'époque, mais sur Trump, on aurait très bien compris la dimension en Europe, hein, t'inquiète pas. États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Il faut savoir que dans les États pro-Bush, le groupe se fait huer. Donc c'est vraiment un big deal quoi. Et d'ailleurs, cet engagement politique assumé et assez agressif, le groupe va le réitérer cette fois contre Trump. Mais avant de raconter cette partie, il faut encore faire quelques petits détours parce que leur parcours est très intéressant. Les membres de Green Day sont très très bien placés pour savoir qu'après avoir atteint le sommet, il est aussi très facile de retomber. Sauf que cette fois, ça ne se passera pas comme ça. 21st Century Breakdown, le petit frère d'American Idiot, est là pour le prouver. Il est génial cet album, mais je trouve que Know Your Enemy, pas si ouf. Enfin, je me fais vite chier perso, je trouve. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais c'est entraînant, c'est cool, hein, mais on a compris très vite, je trouve. Une nouvelle fois, un opéra rock, cette fois de presque 1h30, qui suit les aventures de Christian et Gloria, des rebelles qui combattent la propagande de l'État et de l'Église. On les suit alors qu'ils entrent en prison, alors qu'ils montent un groupe de rebelles, jusqu'à un combat final épique où ils se retrouvent encerclés, illustré par la superbe chanson 21 Guns. Mais sinon, hein, Green Day, c'est pas politique, c'est pas du vrai punk, c'est pas anti-système sur certains points et tout. Pas du tout, hein, non, non. Non, non, c'est commercial. Ils en réchappent finalement et gagnent la guerre, tout ça pour se rendre compte que la société est maintenant en proie à l'anarchie et que c'était peut-être pire qu'avant. Ils décident de se retirer de la société et de rentrer chez eux, un peu comme Jesus of Suburbia l'avait fait dans American Idiot avant eux. Alors c'est encore un album politique, bien tout petit peu moins agressif qu'American Idiot. Et c'est encore un super succès. Il est sacré encore une fois meilleur album rock au Grammy et va permettre au groupe d'accéder au statut de meilleur groupe de rock de la décennie, un statut décerné par le légendaire magazine Rolling Stones. Seulement, tout n'est pas rose. 15 ans ont passé depuis le succès de Dookie, mais il y a une chose qui n'a pas changé, le prix de la célébrité. Et Billie Joe le prend en pleine figure une nouvelle fois. Depuis la sortie de Nimrod, il se débat contre l'alcoolisme. Et il arrive un... Juste parce que c'est pas de la grosse musique hardcore, il y en a qui arrivent à pas les prendre au sérieux alors que politiquement ils sont engagés. Bah, surtout qu'ils sont bien plus engagés que certains qui font de la grosse musique hardcore et qui parlent juste, no offense, hein, mais juste de démons, d'anges, de trucs mythologiques, Viking Valhalla et tout. Et j'ai rien contre ça, mais je prends bien plus au sérieux les paroles de Green Day que les paroles de ces groupes-là. Pour certains, parce que je sais qu'il y en a, c'est des métaphores. Que les anges représentent le peuple, que les démons représentent gna gna gna. Mais il y en a plein, et grand bien leur face, c'est juste pour le kiff de faire des musiques en mode Warhammer, Warcraft, tu vois. Mais c'est juste, tu peux pas dire que ces groupes-là sont plus à prendre au sérieux que Green Day. Moment où tout devient incontrôlable. Ce moment, c'est le 21 septembre 2012 à l'occasion du festival iHeart Radio. Alors que la durée du set sur scène du groupe est réduite pour pallier à des soucis d'organisation, Billie Joe le prend très très mal et pète un plomb. Let me fucking tell you something. I've been around since fucking 8. And you're gonna give me 1 fucking minute? You gotta be fucking kidding me! I'm not fucking sure, you motherfuckers! À l'époque, moi j'étais en mode waouh, trop bien Billie Joe, il insulte Justin Bieber, nanana. Aujourd'hui, je suis en mode oh là là, ton alcoolisme t'a fait tout whipping à ce moment-là, mon frérot, c'est pas bien. Mais bon, après, on lui pardonne. C'était une époque où c'était facile de taper sur Billie Joe, même lui, je pense que sur Justin Bieber, même lui, je pense qu'il est en mode ouais, j'ai été con, bon. Ça arrive. Ce que j'aime bien, c'est que Mike, il est pas d'accord avec ça, mais vas-y, il suit son pote. Vas-y, on assume. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau.
1 minute. God fucking love you all. We'll be back. Ah, il est vénère. À la suite de cet événement, il est conduit en cure. Aujourd'hui, j'ai grave de la peine pour Justin. Perso, je pense que Billie Joe aussi elle doit regretter. Ah oui, non, mais je pense que Billie Joe doit regretter. Et moi, j'ai grave de la peine pour tout ce qui s'est pris à la gueule pendant des années. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens continuent à faire ça, tu vois. Genre à l'époque, c'était Gims. Après, il y a eu Nakamura, Weshden. Nanana, on n'apprend pas. J'ai l'impression que les gens apprennent pas. Ils veulent un bouc émissaire à détester. Tu vois, Britney Spears, qui aurait pu avoir un destin vraiment tragique. Ça leur a pas suffi, tu vois. Ils se sont dit non, il faut un bouc émissaire. De désintoxication et le groupe est contraint d'annuler tous les concerts prévus alors qu'ils étaient en pleine promotion de leur album triple Uno, Dos, Tres. Encore une fois, une pause s'impose. Cette pause nous mène à 2015 et... D'ailleurs, tu passes vite fait sur Uno Dos Tres. Je sais pas quoi en penser d'Uno Dos Tres parce qu'à la fois je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le truc de vas-y, on se fait notre kiff et tout, on n'a plus rien à prouver, allons-y. Mais d'un côté, je suis en mode, bah y a pas de grande diversité, mais d'un côté, après 2 gros albums concept comme American Idiot et 21 Century Breakdown, est-ce que quelque chose de plus simple, chill, etc., c'est pas mieux? Je sais pas. cette fois-ci, une heureuse nouvelle attend le groupe. Ils viennent d'être introduits au Rock and Roll Hall of Fame, une organisation légendaire qui récompense les plus grandes figures de l'industrie musicale. Et cette belle nouvelle s'accompagne d'une annonce. Le groupe est prêt à revenir sur le devant de la scène et à sortir un album. Et cette fois, ils veulent prendre leur temps pour honorer la confiance des fans, honorer l'art de faire de la musique, leur passion. Le fruit de cette énergie sort le 7 octobre 2016 et porte le nom de Revolution Radio. On sent un album bien peaufiné et mature qui reflète totalement l'énergie d'apaisement qu'ils décrivent dans leur processus. Mais j'aime beaucoup cet album. Il y a 2-3 skips, je trouve, mais 2-3 musiques, bon, voilà. Mais sinon, il y a vraiment des bangers, je trouve. Revolution Radio, Bang Bang, 2-3 autres, j'ai oublié le nom, franchement, ils sont bien. On va voir que cette énergie d'apaisement, ils vont pas trop rester dedans. Pas du tout même. À l'occasion des American Music Awards 2016, alors que Green Day performe le titre Bang Bang, qui est leur nouveau single à l'époque, Billie Joe décide de changer les paroles et écrit No Trump, no KKK, il a raison. USA il a raison. pour critiquer Trump et le tristement célèbre Ku Klux Klan. No KKK, fascist USA. No KKK, no fascist USA. Et Let's go. 7 ans plus tard, c'est ça qu'on aime. rebelote. Après une période plutôt calme où ils sortent quand même un nouvel album, Father of... J'aime beaucoup cet album, mais d'un côté, je trouve que c'est plus un espèce d'EP qu'un album. Il y a vraiment de très bons trucs, mais après, il est sorti à une époque où j'attendais autre chose de Green Day. Mais avec le recul, je l'aime vraiment beaucoup. Fuckers, j'adore le titre. Ils réitèrent leur positionnement anti-Trump à l'occasion du Nouvel An cette fois-ci. Ils modifient les paroles d'American Idiot, I'm not of a redneck agenda, par I'm not a part of the MAGA agenda, faisant directement référence au slogan de Trump, Make America Great Again. Et quelques jours après, le 16 janvier 2024, ils récidivent en live, cette fois dans une station de métro au Rockefeller Center, pardon pour l'accent, et cette fois-ci, c'est le public qui scande le fameux slogan anti-Trump. Et ça, c'est beau. Alors s'il y a une chose que Green Day sait faire, c'est de défier le pouvoir en place, et surtout en fait quand ce pouvoir renie tous les principes d'égalité et de justice. Alors peut-être aurons-nous besoin de plus de Green Day dans le futur. En tout cas, à l'heure où sort cette vidéo, Green Day vient de jouer sur la scène de Coachella et j'ai hâte d'aller checker si... Mais du coup, tu parles pas de Savior? Parce que oui, Coachella, ils ont dit des dingueries aussi, hein, et de bonnes dingueries. Je crois qu'ils ont même sorti un drapeau palestinien, mais tu parles pas de Savior, frérot? S'ils ont créé un nouveau combat debout cultissime comme ils l'ont fait à Woodstock il y a 30 ans. Ah oui, le combat debout, le bassiste s'est fait... niquer une dent par un vigile parce qu'il l'a pris pour un membre du public tellement c'était le bordel, le public allait sur scène et tout. Si vous avez aimé cette vidéo... Bon, on a compris, c'était cool, c'était sympa, mais on va pas se mentir, c'était plus en mode petit retour rapide, quelques inexactitudes, mais bon, d'un côté, si tu connais pas trop Green Day, c'est cool. Il a pas trop dit ce qu'il pensait, ça fait plus vidéo storytelling. C'est ça que je reprocherai à la vidéo, c'est le côté trop storytelling, mais en même temps, du coup, pas assez long, et pas assez son avis, tu vois. Ça aurait été plus son avis, j'aurais compris que ce soit court. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'était chouette, hein, c'était chouette. Mais après, d'un côté, je connais très bien le groupe. Donc ça joue aussi sur ma façon de percevoir les choses, hein, j'imagine.
Mais ouais, très sympa. Et en ce qui concerne Savior, il y a des musiques que j'aime bien, mais trop dookiesant pour moi. C'est pas ma période préférée. En vrai, avec le recul, mes périodes préférées, c'est vraiment certaines, genre Bang Bang de Revolution Radio, pas mal de American Idiot et 21st Century Breakdown, mais aussi Fire of All de Father le Motherfucker. Enfin, il y a pas mal de... J'aime bien quand ils se diversifient aussi. Et même s'il y a de très bonnes musiques dans Savior, c'est pas ce que moi j'aurais espéré, tu vois. Mais bon, après... Tout va bien.